Bonjour à tous, nous sommes samedi 26 octobre et j'avais envie ce week-end de vous présenter mes dernières lectures. J'ai commencé ce mois d'octobre avec la lecture de Haute Terre de John McGahern aux éditions Presse de la Renaissance. J'ai emprunté ce livre à la BU où je travaille. J'avais envie de lire un auteur irlandais que je ne connaissais pas, donc j'ai fait le tour du rayon. Il y en a énormément, donc je pense que je vais faire beaucoup d'emprunts pendant cette année. Et j'ai décidé de commencer par ce livre-là, puisqu'il s'agit d'un recueil de nouvelles, et je me suis dit que pour découvrir la plume d'un nouvel auteur, c'est pas mal de commencer par les nouvelles. Alors il y a 10 nouvelles dans ce recueil qui se nomme Haute Terre, des nouvelles qui prennent place donc en Irlande, et je pense dans l'Irlande de la deuxième moitié du XXe siècle, avant 1985, puisque le livre a été publié en 1985. Donc on découvre une Irlande très traditionnelle, très rurale, où la place de la femme n'est pas évidente. On revient sur le fait que le divorce n'était à cette époque pas autorisé. Je pense qu'il a été autorisé en 1995 ou quelque chose comme ça. On revient sur le fait que l'avortement n'est pas autorisé. Je vous rappelle qu'il y a une loi qui est passée cet été, donc en juillet ou août 2013, qui autorise l'avortement en Irlande, mais seulement pour des cas très précis, seulement si la mère est en danger. On se dit que l'Irlande c'est super, on voit ça du côté très mythologie, folklore, etc. Mais l'Irlande c'est aussi un pays très traditionnel avec une façon de vivre assez dure quand même. Voilà, et j'ai bien aimé ce recueil puisqu'on est vraiment dans le quotidien irlandais. Donc je vous dis, ça remonte à quelques années, donc je pense que ça a évolué en 2013, mais on a quand même un bon aperçu de ce qu'était la vie dans les années, enfin l'après-guerre je pense. J'ai ensuite complètement changé de genre avec Charlotte Collins de Jennifer Beckton, aux éditions Milady, la collection Pemberley. Il s'agit d'un livre para-austénien qui s'attarde sur Charlotte, un personnage secondaire de Orgueil et Préjugés, le livre très connu de Jane Austen. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. J'ai trouvé que le style de Jennifer Beckton ne dénotait pas avec la plume originelle de Jane Austen. Charlotte Collins est un personnage secondaire que j'apprécie beaucoup dans Orgueil et Préjugés, donc j'ai été très contente de découvrir un roman qui lui est entièrement consacré. L'intrigue est plutôt bien menée, et même si le dénouement est très attendu, ça reste très sympathique à lire, et les personnages, Charlotte et sa jeune sœur Maria, sont assez attachants. Un point très positif pour le personnage masculin principal qui est très charismatique, et même s'il ne détrône pas Monsieur Darcy dans Orgueil et Préjugés, franchement, il en est pas loin. En octobre, j'ai repris ma lecture des albums et des BD, et j'ai commencé par celui-ci qui s'appelle Tout Blanc. C'est écrit par Marie-Sabine Roger et c'est illustré par Sylvie Serpry aux éditions Les Albums Casterman. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cet album que j'ai trouvé très beau, aussi bien dans le fond que dans la forme. Je vous montre juste quelques images. Donc les illustrations m'ont rappelé un petit peu la peinture impressionniste, j'ai beaucoup aimé. Ça se passe en hiver, tout est blanc, comme le titre l'indique. Et l'histoire, c'est qu'on a un narrateur qui est figé dans la neige, on ne sait pas qui est ce narrateur, et il aperçoit un point rouge au loin, et on se demande ce que c'est que ce point rouge. Donc en fait, je trouve cet album vraiment très sympa pour les adultes, puisqu'il est très beau, très agréable à feuilleter et à lire, et pour les enfants, c'est vraiment très intéressant à mon avis, puisqu'on peut soit le lire vraiment comme un divertissement, et ça plaira aux plus jeunes, mais on peut aussi travailler sur cet album de plein de façons différentes à mon avis. On peut donc partir sur le thème de l'hiver, on peut voir tout ce qu'on peut porter en hiver, les vêtements, comme les moufles, parkas, écharpes, etc. On peut également travailler sur les sens. Je trouve que l'auteur revient pas mal là-dessus, sur les bruits qu'on entend en hiver, donc le bruit de la neige quand on marche, les couleurs qu'on voit en hiver, le blanc de la neige, le toucher, qu'est-ce qu'on ressent quand on touche de la neige, etc. Donc on peut aussi se poser la question d'où vient la neige, qu'est-ce que c'est exactement. On peut partir sur des hypothèses, qui est le narrateur. Je vous laisse la surprise à la fin, mais c'est assez amusant, j'avais pas deviné. Et on peut aussi partir sur l'hypothèse de qu'est-ce que c'est que ce point rouge et qu'est-ce qui va se passer. Voilà, donc ça peut être un petit jeu pour les enfants un peu plus vieux. Je pense que en fin de maternelle ou même en CP, ça peut être plutôt sympa.
je change encore de genre, mais je reste dans le recueil de nouvelles avec Nocturne de John Connolly, publié chez l'Archipel. Alors, on nous promet en 4e de couverture un recueil de nouvelles effrayantes, et oui, c'est vrai, je trouve que la plupart des nouvelles donnent plutôt pas mal le frisson, surtout si on lit ça le soir avant de s'endormir. Et en fait, ce qui m'a le plus plu et ce que je retiens surtout de ce recueil, c'est l'aspect visuel de la plume de John Connolly. Je pense qu'on pourrait très bien adapter ces nouvelles au cinéma. Et d'ailleurs, pendant ma lecture, j'ai eu plein de références cinématographiques qui sont venues à mon esprit. J'ai eu par exemple pensé à Silent Hill, à La colline à des yeux, à The Descent. Voilà, plein de choses, plein de films assez effrayants. Et en lisant ces nouvelles de John Connolly, j'ai vraiment des images de ces films qui me sont venues en tête, pour preuve que l'auteur a vraiment une plume visuelle à mon goût. Il y a 19 nouvelles en tout, je les ai pas toutes adorées, mais dans l'ensemble je les ai vraiment beaucoup appréciées. Je garde en tête beaucoup d'images alors que j'ai terminé ce texte il y a presque 2 semaines maintenant, mais elles sont encore assez vives dans ma tête, ce qui prouve quand même qu'elles m'ont bien marquée et que ça fonctionne plutôt pas mal, c'est percutant. Franchement, je ne suis pas déçue par ce recueil. Si vous avez envie de tester cet auteur, c'est peut-être pas mal de commencer par ce recueil de nouvelles. Sinon, vous pouvez lire son livre, Le livre des choses perdues, qui est très beau, qui est un peu plus jeunesse, mais attention quand même, pas trop jeunesse, puisqu'il est quand même assez glauque, assez sombre. Et je pense que de toute façon, le côté sombre, c'est une caractéristique de l'auteur et je pense qu'on retrouve ça dans toutes ses œuvres. Continue dans un genre encore différent, j'ai beaucoup varié ce mois-ci, avec Le masque du Gerfaut de Sonia Allain, qui est un récit historique. Alors, en lisant les premières pages, j'avais vraiment l'impression de me plonger dans un pur récit historique et j'étais vraiment très heureuse. Ça fait longtemps que j'ai pas lu d'historique et lorsque je lis ce genre-là, j'aime bien que ce soit très documenté et que l'aspect historique vraiment prenne le dessus sur le reste. J'avoue que j'ai quand même été un petit peu déçue puisqu'au final, c'est plutôt l'histoire d'amour, la romance, qui prend le pas sur le reste. Et même si on est assez bien transporté au Moyen-Âge, en 1335 exactement, donc dans la première moitié du XIVe siècle, en France, même si on a quelques détails sur le décor, je trouve qu'on est bien immergé dans un château médiéval, côté vêtements, la nourriture qui arrive sur la table, les banquets, etc. C'est plutôt pas mal, mais je suis un petit peu déçue qu'on ne soit pas plus plongé dans l'histoire de France, mais l'histoire avec un grand H. On reste haut dans la petite histoire qui tourne vraiment autour de l'histoire d'amour et ça m'a un petit peu déçue. Qui est un petit bémol, même un gros bémol pour moi en fait, c'est l'histoire d'amour. Mais là en fait, les deux héros sont Anne et Geoffrey. Donc Anne est une jeune fille et en fait à cause d'une dette de jeu de son père, elle est mariée de force à Geoffrey, qui est un jeune homme très violent, etc. Et donc elle est mariée de force, il la viole sur le sol de l'église, ensuite il la bat à tout va, etc. Mais elle reste tout de même avec lui et elle tombe amoureuse de lui, un petit peu le syndrome Stockholm. Et j'ai eu un peu beaucoup de mal avec ça. Alors je sais que autre temps, autre mœurs, etc. Mais quand même, la place de la femme assez soumise, battue, violée, etc., ça a un petit peu de mal à passer, même si l'auteur insiste bien sur le fait qu'au final, c'est la femme qui a le pouvoir et qui mène son homme à la baguette. Il y a quand même quelques petites choses qui m'ont dérangée. Bref. Autrement, je trouve que c'est bien écrit. Ça a été une belle surprise. J'ai relevé quelques coquilles dans les 50 premières pages, on va dire, mais ensuite j'en ai plus vu aucune, donc c'est un point positif pour une petite maison d'édition. Voilà, belle plume. J'ai quand même lu ça avec une assez grande curiosité, j'avais quand même envie de connaître la fin. Depuis ma prise de fonction à la BU, je m'étais interdit d'aller voir le rayon BD parce que je savais que j'allais craquer. Mais en fait, comme on est parfois à l'accueil et qu'on fait les retours des lecteurs, on a parfois entre les mains des livres qu'il ne faudrait pas, parce que forcément on a très envie de les emprunter. Et donc il y a un lecteur qui est revenu et qui m'a rendu cette BD. Et quand je l'ai vue, je me suis dit tiens, ça a l'air pas mal.
Et il y a un collègue qui est passé derrière et qui m'a dit « Ah oui, cette BD, je l'ai lue, elle est vraiment bien. » Bon, j'ai fait le prêt direct. Et voilà, je me suis retrouvée à lire La Page Blanche de Boulet et de Pénélope Bagieux. J'ai vraiment beaucoup aimé, sauf le dénouement, ce qui est un petit peu dommage. L'histoire débute avec une jeune fille sur un banc. Et en fait, cette jeune fille, on dirait qu'elle se réveille et elle ne sait plus du tout où elle est, qui elle est, quel est son prénom, ce qu'elle fait dans la vie, etc. Et on va suivre en fait ses recherches. Elle va essayer de chercher par tous les moyens. Elle va mener l'enquête en fait pour savoir qui elle est. Elle va devoir retrouver la vie de celle qu'elle est normalement, donc les personnes qu'elle fréquentait, le travail qu'elle avait, etc. Et elle se rend compte finalement qu'elle était peut-être pas une fille super sympa et si bien que ça. Voilà, donc je vous en dis pas plus. J'ai été très curieuse d'aller jusqu'au bout. Je voulais connaître le pourquoi, du comment. Je voulais savoir pourquoi elle avait perdu la mémoire, ce qui lui était arrivé et comment elle allait s'en sortir, si elle allait retrouver la mémoire, etc. Et j'avoue que le dénouement m'a un petit peu déçue. Je comprends ce choix des scénaristes et des dessinateurs, mais je sais pas, j'attendais autre chose peut-être. Donc j'étais un petit peu déçue. Il y a certaines planches qui sont hyper drôles, très amusantes. Par exemple, là, je suis tombée dessus par hasard. Donc en fait, l'héroïne, elle est libraire. Elle travaille dans une énorme enseigne. Et là, c'est tous les clients qu'elle croise. Et les clients, il y en a au moins 4 qui demandent « Vous avez le dernier Lévy ?» Voilà. Donc, c'est des petites références comme ça au métier de libraire et c'est assez amusant. J'ai beaucoup aimé aussi quand elle s'imagine ce qui pouvait être sa vie, elle part dans des délires pas possibles. Par exemple, avant d'ouvrir la porte de son appartement, elle a trouvé où elle habite, elle se demande ce qui va se passer quand elle va entrer dans l'appartement, donc elle s'imagine plein de trucs complètement loufoques, je vous explique pas tout, mais bon, ça m'a fait beaucoup rire. Même si je suis pas hyper fan du coup de crayon, j'ai apprécié ma lecture, j'ai apprécié tourner les pages. Je vous dis, le seul bémol, c'est le dénouement, mais bon, comme tout le reste m'a plu, ça reste quand même une bonne surprise, et je vous le conseille, et je vais essayer de trouver autre chose de Boulet et de Bagieux à la BU. Alors, en ce moment, je suis en plein dans le 2e tome de Glitch, de Heather Anastasiou. Ce 2e tome s'appelle Résurrection, c'est toujours dans la collection R chez Robert Laffont. Alors, j'avais détesté le 1er tome, que j'avais trouvé vraiment très 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 mauvais, que ce soit l'intrigue et surtout les personnages qui m'avaient exaspéré au possible. J'avais trouvé ça mais nul de chez nul. J'ai reçu le 2e tome par erreur, donc je me suis dit je vais lui laisser une 2e chance, surtout que j'entendais beaucoup de bien de ce 2e tome. Donc j'ai commencé ma lecture, et oui, c'est vrai, je trouve ça beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que le 1er tome. Alors ça reste du young adulte, donc ça reste assez en surface, vraiment très simple, ça se lit hyper vite, c'est pas hyper recherché, mais je trouve que l'auteur a fait vraiment un gros effort sur l'univers qu'elle a créé. Alors ça reste vraiment quelque chose de young adulte, donc c'est pas de la SF hyper développée, on part pas dans des trucs scientifiques, etc. Mais quand même, c'est beaucoup mieux que le 1er tome. L'auteur a fait un réel effort de ce point de vue-là. L'héroïne m'énerve un petit peu moins. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a un petit peu mûri, elle réfléchit un peu plus. Par contre, ses relations avec les autres continue un petit peu à m'énerver, donc avec Adrien notamment, son amoureux. En fait, dans les livres young adultes, donc le héros et l'héroïne se retrouvent seuls, commence à y avoir rapprochement, etc. Et au moment, paf, il y a un empêchement. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il pourrait se passer quelque chose, qui pourrait aller plus loin que le baiser, il y a un événement extérieur qui arrive pour les empêcher. Alors je sais que c'est young adulte, je sais, machin, il faut rester soft et tout, mais c'est super chiant quand 3 ou 4 fois dans le roman, ça fait vraiment superficiel. On comprend pas non plus les sentiments qu'a l'héroïne pour Max, donc le 2e
héros masculin qu'on avait rencontré dans le premier tome, qu'on ne voit pas du tout dans ce deuxième tome. En fait, c'est un gros connard. C'est évident, enfin bref. Et elle le défend, elle le soutient, etc. Donc, je comprends pas en fait ce côté très naïf de l'héroïne, ça m'énerve aussi. Donc c'est vraiment beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais, c'est vraiment beaucoup mieux que le premier tome. Donc j'ai bientôt fini, en fait j'aimerais bien le finir ce soir. Il me reste une centaine de pages je crois. Comme d'habitude avec la collection R, c'est écrit hyper gros, hyper aéré, hein. Vous lisez 2 pages par minute donc ça se lit très vite. Voilà, je vais essayer de terminer ce soir. C'est très très fluide, c'est la caractéristique principale des livres de cette collection, c'est que voilà, vous tournez les pages hyper vite, c'est des page turners comme on appelle ça, vous avez limite une révélation à chaque chapitre, donc vous lisez, vous engloutissez le truc, mais au final, même si vous avez passé un moment plutôt agréable, une semaine après, vous ne retenez rien de la lecture. Voilà. Donc c'est des livres qui sont sympas sur le coup, qui sont divertissants, etc., mais qui n'apportent pas grand-chose littérairement parlant et sur le long terme, voilà. C'est des livres qu'on dévore vite mais qu'on oublie aussi très très vite. En parallèle, j'ai commencé une autre BD. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit James Joyce, Dublin, c'est pour moi cette BD. Donc en fait c'est une nouveauté qui n'a pas eu le temps d'arriver en rayon puisque je l'ai déjà empruntée, donc je suis désolée pour les lecteurs de Lyon 2. C'est la biographie illustrée de James Joyce, qui est un énorme auteur irlandais hyper connu, que je n'ai encore jamais lu, puisque j'ai vraiment très peur de m'atteler à Ulysse, qui est un gros pavé et qui demande vraiment une concentration, enfin c'est vrai, c'est de la vraie littérature classique. La vraie littérature avec un vrai style, etc. Donc c'est pas comme Glitch que je viens de vous présenter, vous lisez pas 2 pages par minute et vous oubliez pas ça une semaine après. Non, James Joyce c'est un vrai auteur, un vrai littéraire. Donc j'ai un peu peur de me plonger dans Ulysse, j'aimerais bien lire Dublinois ou Dubliners ou Jean de Dublin, il y a eu plein de traductions pour le titre qui est très court, mais je ne l'ai encore jamais trouvé. C'est en noir et blanc, je vous montre juste vite fait les planches. Il y a pas mal d'écriture quand même, hein, donc ça se lit pas très 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 vite, vous voyez, c'est quand même... Parfois vous avez des BD, vous avez des bulles, toutes les 6 vignettes et il y a un mot dedans, là non, c'est quand même... vous avez pas mal de texte. Pour le moment, j'ai vu pratiquement que l'enfance de Joyce et sa rencontre avec d'autres auteurs de l'époque qui sont à l'origine du renouveau de la littérature irlandaise. Donc on a des auteurs que je ne connais pas du tout non plus, enfin j'en connais certains de noms, et j'ai très envie de les lire maintenant que je vois leurs noms cités plusieurs fois dans les pages. Vous avez beaucoup de poètes et d'auteurs de pièces de théâtre, vous avez des femmes aussi, etc. Donc ça me fait très envie d'en apprendre plus, donc c'est un point positif de cette BD, c'est que j'ai noté tous les noms des auteurs qui sont cités de la même époque de Joyce, et je vais essayer de trouver au moins un bouquin de chaque pour me faire un avis. C'est vraiment hyper sympa. James Joyce, je connais que de nom, j'ai jamais rien lu de lui, je ne connais pas du tout sa vie, je sais qu'il a juste beaucoup voyagé, et qu'au final il a pas mal craché sur l'Irlande. C'est tout ce que je sais, et donc je suis très contente de pouvoir découvrir sa vie de façon illustrée. Niveau dessin, je suis pas hyper fan du coup de crayon de Alfonso Zapico, mais ça reste quand même assez sympathique à parcourir, sympathique à regarder. Bref, je pense que j'ai surtout pris cette BD pour le texte plutôt que pour le dessin, mais l'alliance des deux est quand même assez sympathique. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai lu assez peu d'imaginaire en ce mois d'octobre. Donc j'ai prévu 3 livres, je sais pas du tout si finalement je vais les lire, mais pour le moment c'est ceux qui me tentent le plus. Alors j'ai prévu de lire le dernier recueil de nouvelles, encore un recueil de nouvelles, je ne lis que ça en ce moment. Punk's Not Dead de Anselme ou Antelme, je sais jamais comment le dire, Hochkorn. Donc en fait ces nouvelles je les ai déjà lues, mais quand elles étaient brutes. Donc j'ai vraiment très envie de les redécouvrir dans leur format final, leur correction finale, et dans leur bel écrin. Le livre est vraiment très très beau, il y a des illustrations très régulières. Enfin comme d'habitude avec l'auteur, je trouve qu'il fait toujours un travail assez énorme sur la mise en page, donc c'est vraiment très sympathique à feuilleter. La caserne
de John McGahern. Donc John McGahern, c'est celui qui a écrit Haute Terre que je vous ai présenté au tout début de la vidéo. Ici, il s'agit d'un roman, donc d'un format plus long, même si le texte reste assez court. Par contre, contrairement à la collection R, c'est écrit de façon assez dense. Pourquoi j'ai choisi ce roman-là? Parce que le pitch me tentait plutôt pas mal. Donc ça reste un roman qui prend place dans l'Irlande rurale. Et dans l'Irlande qui date quand même de quelques années, je sais pas quand le texte a été écrit, je vais vous dire ça tout de suite, je suis désolée, ça fait 3 fois que je tape dans le micro. Voilà, ça a été écrit en 1963, donc ça date quand même un petit peu. Je pense que l'Irlande a changé, a évolué depuis. Et enfin, j'espère vraiment le caser avant le 16-17 novembre. J'aimerais lire le premier tome de la saga de Valérie Simon. Donc ce premier tome s'appelle Yanis, déesse de la mort. C'est aux éditions d'Uriez. Pourquoi je veux lire ce livre-là? Puisque Valérie Simon sera au Salon Fantasy en Beaujolais, donc le 16 et 17 novembre, que j'avais acheté ce premier tome l'année dernière lors du même salon, donc le 10 novembre 2012. Il faut vraiment que je le fasse passer avant ce Salon Fantasy en Beaujolais pour pouvoir en parler avec l'auteur et pourquoi pas acheter la suite à ce moment-là. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai eu des lectures assez variées pendant ce mois d'octobre. Des lectures qui globalement m'ont vraiment plu, même si je n'ai eu qu'un vrai coup de cœur pour Tout Blanc, l'album jeunesse. Les autres en fait ont manqué d'un petit quelque chose à chaque fois pour que ce soit vraiment des lectures inoubliables. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un joli mois. Par contre, comme je vous le disais il y a quelques minutes seulement, j'ai vraiment très envie de lire beaucoup d'imaginaire dans les jours à venir, puisque ça me manque quand même pas mal. Alors attendez-vous à des lectures plus portées sur la fantasy, le fantastique et la SF au mois de novembre. En tout cas, je vais essayer. Merci de regarder ces vidéos. J'espère que ça vous plaît toujours. Malheureusement, je n'ai plus de logiciel de montage. Je ne peux pas installer Windows Movie Maker sur mon ordinateur. Il refuse absolument de faire l'installation. Donc je n'ai plus du tout de logiciel de montage. Là, je suis dans un mois d'essai pour un logiciel qui est généralement payant. Alors si vous avez des idées de logiciels gratuits ou pas trop chers à me conseiller, n'hésitez pas à m'en parler. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. J'espère à très vite pour une vidéo. Je ne vous dis pas quand puisque je verrai selon mon emploi du temps, selon ma motivation, etc.